Vous êtes-vous déjà demandé si une photographie avait déjà vraiment changé quelque chose? Alors attention, je ne cherche pas à savoir si une photographie peut émouvoir, déranger ou rester dans les mémoires. Une photo a-t-elle déjà changé le déroulement réel des événements? A-t-elle déjà sauvé une vie, annulé une loi ou bien encore renversé un pouvoir? Bien sûr, vous et moi aimerions répondre par l'affirmative. On a presque besoin de cette approbation. Car si la réponse est non, cela voudrait dire que toutes ces années de photographies engagées, de journalistes blessés, de photographes traumatisés, de sujets mis en lumière et de corps exposés au grand jour n'auraient été qu'un mythe. Rassurant, certes, mais uniquement pour ceux qui observent pendant que d'autres endurent. Mais avant de trancher cette question, il est important de connaître trois parcours, trois photographes, trois combats et trois manières différentes de croire qu'une image peut influencer le monde. Cet épisode est donc le premier volet d'une enquête en trois parties. Nous débutons ici avec l'histoire d'un homme qui se travestit en vendeur de Bibles pour pénétrer dans des usines et capturer des images d'enfants âgés de 8 ans plongés dans le travail. Cet homme est fermement convaincu que la vérité, exposée à la vue de tous, ne saurait être négligée. Mais avant de continuer, je voulais prendre plus librement la parole pour vous expliquer d'où vient cet épisode qui s'inscrit dans le podcaston. Le podcaston, c'est une semaine pendant laquelle des créateurs de podcasts francophones consacrent leur émission à une association qu'ils soutiennent. De mon côté, j'ai décidé de soutenir la Maison de la photographie de Lille, une association qui depuis plusieurs années fait de la médiation en photographie. Elle met notamment en place des expositions et des ateliers photos dans les quartiers auprès des associations et des écoles dans la région Hauts-de-France. Et ce, pour toucher des personnes éloignées de la culture, telles que des jeunes élèves et des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Tout cela motivé par la conviction que tout le monde devrait pouvoir profiter de l'art visuel. Parce que comprendre une photo et savoir en prendre une soi-même, c'est une façon de gagner en liberté. Et c'est ainsi qu'ensemble, avec la Maison de la photographie, nous avons décidé de choisir communément la thématique de cet épisode, pour prendre le temps, ensemble, d'analyser le pouvoir des images, la responsabilité d'un regard et la question de qui a le droit de voir et d'être vu. Ces questions sont celles que cette association pose chaque jour, en discutant avec des personnes qui n'ont peut-être pas connu les photographes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, si vous voulez les aider, je vous propose de cliquer sur le lien indiqué dans la description de cet épisode. Vous pouvez visiter leur site internet, découvrir leur programme, faire un don ou tout simplement leur rendre visite si vous êtes à Lille. Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous leur apporterez et je vous souhaite une agréable écoute. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Nous sommes en 1908. L'Amérique industrielle est en train de grandir rapidement et elle a un besoin de coton, de charbon et d'acier. Pour apaiser sa faim, elle mange ce qu'elle a sous la main, ce qui coûte le moins cher, ce qu'elle a de plus facile à disposer, ses propres enfants. En
1870, il y avait 739 000 enfants âgés de 10 à 15 ans qui travaillaient aux États-Unis, ce qui représentait 13% de cette tranche d'âge. 30 ans plus tard, en 1900, ce nombre a plus que doublé pour atteindre 1,7 million d'enfants. Et ces chiffres officiels ne reflètent pas la réalité, car ils excluent volontairement les enfants de moins de 10 ans, ceux qu'on ne compte pas car non reconnus officiellement. La journée débute avant le lever du soleil. Les enfants travaillent de 10 à 14 heures par jour. Leurs corps sont déformés, la colonne vertébrale courbée, les poumons abîmés par la poussière de coton, les doigts happés par les machines. La plupart ne savent pas lire, beaucoup ne connaissent pas leur âge, et encore moins leur prénom, car personne ne leur a jamais demandé. Mais alors, pourquoi est-ce que les industriels préfèrent autant les enfants? La réponse est parfaitement rationnelle, tant qu'on reste dans la logique du profit. Les enfants sont tout simplement plus habiles que les adultes pour manipuler de petites pièces, sans oublier qu'ils acceptent des salaires de misère et ne se syndiquent pas. Dans les villes-usines, l'employeur possède les maisons, les commerces, l'école et l'église, ce qui fait que toute la famille est dépendante de lui. Refuser de faire travailler son enfant peut entraîner la perte de son logement. Les industriels ont même inventé des arguments moraux pour justifier des choses injustes. Ils disent que le travail empêche les enfants de rester inactifs, qu'ils les maintiennent en sécurité près de leur mère et qu'ils leur apprennent l'importance de faire des efforts. Et pour convaincre les derniers réticents, ils avancent l'argument final. Travailler en famille, c'est rester unis. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, les enfants s'amusent, selon leur dire, dans les salles de filature, en balayant autour des métiers à tisser et en ramassant les déchets de coton. Face à une telle exploitation inhumaine, les États du Nord commencent à réagir. En 1901, à New York, il est décidé que les enfants doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Et en 1914, 35 de ces États interdisent que les jeunes enfants travaillent dans les usines. Cependant, cette nouvelle loi a un effet inattendu. Les entreprises décident de fuir vers le sud, là où ces règles ne sont pas en vigueur. En 1901, un quart des ouvriers travaillant dans les filatures du sud sont des enfants âgés de 10 à 16 ans. Dans ce contexte, il est encore possible de changer les choses. Mais cela reste délicat, car les réformateurs progressistes se heurtent à de puissants intérêts économiques. En 1904, à New York, 4 réformateurs se rencontrent. Felix Adler, Jane Addams, Florence Kelley et Lillian Wald. Ensemble, ils fondent le National Child Labor Committee, plus connu sous l'acronyme de NCLC. Leur but est de mettre un terme au travail des enfants dans tout le pays. Mais pour que cela puisse se concrétiser, il est nécessaire d'arriver à se faire comprendre. Ainsi, pour y parvenir, ils mettent l'accent sur la qualité de leurs rapports, la précision de leurs statistiques et la solidité de leurs arguments. Pourtant, les tableaux de données peuvent sembler un peu ennuyeux,
un peu trop compliqués, et on a tendance à les ignorer. En réalité, pour avoir de l'influence sur le Congrès et l'opinion publique, ils ont besoin de quelque chose d'original. Ils ont besoin d'une preuve tellement convaincante que leurs yeux ne pourront pas la rejeter. Ils ont besoin d'un photographe. C'est à ce moment que Lewis Hine entre en jeu. Il se décrit lui-même comme un photographe sociologue. Pour lui, la photographie n'est pas un art, ce n'est pas non plus une activité contemplative, c'est un outil qui sert à étudier la société, une arme pour rendre vivants des faits statistiques que personne n'ose affronter. Si son engagement est si fort, c'est parce qu'il a lui-même passé 13 heures par jour à travailler dans une usine de meubles pour prendre soin de sa famille. Il sait vraiment ce que ça fait d'être un corps au service d'une machine. Alors, lorsqu'il a réalisé sa maîtrise en sociologie en 1907, il a appris à développer un regard unique sur le monde ouvrier. Regarder avec un regard critique, tout en analysant une situation sur le plan social et politique, plutôt qu'avec des yeux empreints de charité. C'est ainsi que la NCLC l'a embauché à temps plein en 1908. Hine comprend tout de suite ce qu'on lui demande. Il ne s'agit pas de créer de jolies images, mais de produire de véritables preuves, des preuves irréfutables que les industriels ne pourront pas contester, que les juges ne pourront pas négliger et que les politiciens ne pourront pas ignorer. Mais le souci, c'est que les preuves sont là où on refuse qu'il entre. Alors, Hine ruse. Pour entrer dans les usines, il se déguise tour à tour en inspecteur d'incendie, en agent d'assurance, en vendeur de Bibles ou encore en photographe industriel passionné par les machines. Une fois qu'il est à l'intérieur, il prend des notes en sténographie, qu'il range dans la poche de sa veste. Parfois, les enfants ne savent même pas quel âge ils ont. Dans ces cas-là, il se sert des boutons de sa propre veste pour évaluer leur taille et faire une estimation à sa sortie. Lorsque les contremaîtres lui interdisent l'accès aux usines, il attend près des portes pendant les changements d'équipe. Il suit les familles dans les logements ouvriers, il prend des photos des enfants sur les trottoirs à l'heure du déjeuner. Et puis, Hine n'est jamais véritablement seul. Il voyage avec des collègues du NCLC qui signent des déclarations sous serment pour confirmer que chaque image est authentique. Ces photographies se reconnaissent tout de suite à leur style. Les enfants regardent droit dans l'objectif. Les photos sont prises de face et au dos de chacune, on trouve des annotations écrites à la main avec l'âge, la taille, le lieu et le salaire. Hine décide volontairement de laisser de côté l'esthétique artistique pour privilégier une approche basée sur les faits. Ces images sont faciles à comprendre au premier regard. Elles ne laissent aucun doute possible. Elles ne veulent pas perturber, mais plutôt persuader. C'est ici qu'il nous faut marquer une première pause et convoquer un théoricien qui va nous aider à saisir ce que Hine fait réellement, sans forcément le savoir. En 1980, le philosophe et sémiologue français Roland Barthes a publié La Chambre claire. Dans ce livre concis, l'auteur propose une distinction qui va transformer notre manière d'aborder la photographie. Il y explique qu'il existe deux manières d'être ému par une image. La première, il l'appelle le studium. C'est l'intérêt respectueux, culturel et politique qu'on porte à un document.
Lorsqu'on regarde une photo, on en saisit le message. On peut être d'accord ou en désaccord, être choqué ou admiratif, mais on garde le contrôle sur soi-même. C'est une lecture calme, claire et facile à suivre. La seconde, il l'appelle le punctum. C'est le détail qui attire l'attention, qui perce l'image, qui vous touche avant même que vous ne compreniez pourquoi. Cela dépasse l'intention du photographe et de son message, car c'est une blessure. Les photos de Heine, elles, se concentrent principalement sur le studium. Et c'est fait exprès. Il souhaite que les spectateurs lisent ces photos, qu'ils y comprennent objectivement les faits et de manière formelle. Car ce qui importe vraiment, pour ce photographe, c'est d'avoir des preuves. Et une preuve, ça ne doit pas perturber, ça doit être convaincant. Et cela fonctionne, enfin, en partie. En 1912, les photos de Heine ont aidé à mettre en place le Bureau fédéral de l'enfance. En 1916, la loi Keating-Owen interdit aux enfants de travailler dans les entreprises dont les produits sont vendus à travers les États. C'est une victoire qui fera date. Mais à peine 2 ans après, en 1918, la Cour suprême annule la loi. Elle pense qu'elle empiète sur les droits des États. Il faudra attendre 1938, soit 20 ans plus tard, pour qu'une régulation fédérale durable soit enfin mise en place. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Est-ce que la photo de Heine n'était pas assez percutante? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire appel à 2 autres théoriciens qui vont nous apporter un point de vue totalement différent sur ce que Heine a réalisé, mais aussi et surtout sur ce qu'il n'a pas réalisé. Le premier s'appelle Alan Sekula. Dans un article publié en 1986 dans la revue October, appelé Le corps et les archives, l'auteur avance une thèse controversée. Heine ne crée pas un nouveau langage visuel. Il utilise le langage des institutions pour les retourner contre elles. Autrement dit, si ses portraits sont si frontaux, c'est parce qu'il a utilisé le système visuel de la police criminelle, le fameux système Bertillon. En ce qui concerne les portraits combinant plusieurs enfants, il utilise la méthode Galton, qui est utilisée en médecine pour identifier le type pathologique. Heine voit ces enfants comme des cas, tout comme le font les archives policières et médicales. Il se sert des outils visuels propres au système d'exploitation pour dénoncer son fonctionnement. Pour lui, les outils de surveillance de l'État peuvent également servir à des fins de réforme. En d'autres termes, une photo engagée peut utiliser les mêmes outils de pouvoir qu'elle cherche à critiquer. Le deuxième penseur se nomme John Tagg. Dans Le fardeau de la représentation, paru en 1988, il pousse encore davantage ses réflexions. Pour lui, une photo ne prouve en soi pas grand-chose à elle seule. Elle n'a aucune qualité naturelle qui la rendrait convaincante. Une photo de Heine, toute seule, n'est qu'un bout de papier. Une preuve, quant à elle, ne prend tout son sens que si une institution s'en saisit. Quand le NCLC l'inclut dans un rapport, quand le Congrès l'examine au sein d'une commission d'enquête, ou quand un tribunal l'admet comme pièce à conviction. En d'autres termes, ce n'est pas grâce aux photos de Heine que la loi évolue, mais plutôt grâce au Congrès qui a décidé d'utiliser ces images comme arme dans sa bataille politique en cours. Et maintenant qu'on sait ça, tout devient plus clair. En 1918, la loi Keating-Owen n'a pas été annulée parce que les photos de Heine n'étaient plus assez convaincantes, mais parce que le contexte politique avait changé. En fait, quand les images sont lues dans des environnements différents,
elles n'ont plus le même impact. Car la preuve ne se trouve pas dans la photo, elle réside dans le système qui détermine si elle est reconnue comme une preuve ou non. Martha Russler, une théoricienne américaine, va encore plus loin en rajoutant une couche. Dans son essai intitulé In, Around and After Thoughts, paru en 1981, elle remarque que certaines des séries ultérieures de Hine, telles que ses portraits de travail ou sa série sur les Shelton Looms, mettent en valeur les ouvriers tout en préservant leur anonymat. Ces images peuvent perturber autant qu'apaiser. Et pour preuve, le directeur Sidney Blumenthal finit même par utiliser les photos de Hine pour améliorer l'image de son usine après une grève. Le photographe engagé est finalement récupéré par celui qu'il prétendait combattre. Et c'est à partir de là que la situation de Hine se dégrade. Ses revenus diminuent drastiquement jusqu'en 1939 où la banque saisit sa maison. L'année suivante, il décède dans la pauvreté et l'anonymat, devant attendre les années 60 pour qu'une nouvelle génération redécouvre son travail. Le sort de Hine révèle quelque chose que ces photos ne disent pas. Une fois que l'institution a utilisé l'image, le photographe perd de son importance. Il a œuvré pour un système qui avait juste besoin de son regard. Et une fois sa mission remplie, le système l'a rejeté. Alors on pourrait, sans grand problème, s'arrêter là. On pourrait dire que Hine a tenté d'utiliser la photographie pour changer la société, mais que le système l'a absorbé pour mieux le rejeter. À cette simple lecture, on pourrait conclure que la photographie ne change pas le monde, mais qu'elle peut parfois influencer la décision d'un congrès déjà enclin à faire évoluer les choses. Mais peut-être que cette conclusion est un peu trop hâtive. Peut-être que le souci de Hine, c'est simplement qu'il a cru en la puissance de l'image. Il a cru que persuader les institutions suffisait, qu'une preuve objective, documentée et irréfutable ferait le travail. Et si la photographie n'avait pas pour fonction de convaincre les esprits, mais plutôt de blesser les regards? Et si le souci ne se trouvait ni chez les photographes, ni dans l'institution, mais plutôt chez le spectateur? Ce qui restera gravé dans l'histoire de Lewis Hine, c'est cette interrogation. Si la photographie ne peut pas à elle seule transformer le monde, si elle requiert une institution, un contexte politique et un système prêt à la reconnaître comme preuve, alors quel est donc le rôle véritable du photographe? Est-il un outil, un témoin ou peut-être simplement un militant dévoué qui se donne entièrement pour alimenter une machine qui finira inévitablement par l'oublier? Je tiens à vous rassurer, il est encore prématuré de tirer une conclusion de notre enquête, parce qu'il nous reste encore à découvrir les 2 chapitres suivants de cette histoire. D'ailleurs, dans le 2e épisode, on laisse de côté les filatures en Amérique du Sud pour partir à New York dans les années 60. Une femme y a choisi de prendre des photos de ceux que la société a tendance à ignorer. Les personnes de petite taille, les personnes transgenres et les marginaux de toutes sortes. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à mettre en lumière ceux que l'on a tendance à négliger. Et tout cela pour nous amener à réfléchir sur notre propre regard et les décisions, ou plutôt l'absence de décision qui en découle. Cette photographe
c'est Diane Arbus et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie de cette série pour découvrir son récit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Si toi, chère auditorice, tu as aimé cette plongée dans le pouvoir et les limites de la photographie, n'hésite pas à mettre des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Podcaston, cette semaine où des podcasteurs se mettent au service d'une cause. Alors, merci à eux pour cette initiative et merci à toi de l'avoir soutenu en écoutant jusqu'ici. L'association que j'ai choisi de parrainer cette année, c'est la Maison de la photographie de Lille. Si ce que nous avons exploré aujourd'hui t'a touché, si tu crois toi aussi que l'image peut être un outil d'émancipation, alors soutenir leur travail, c'est une façon concrète de tenir ta part du contrat. Tu trouveras leur lien directement en description de cet épisode. Tu peux aussi retrouver Nice est fort sur Instagram et TikTok pour poursuivre la discussion et découvrir encore plus de contenu sur l'histoire de la photographie. Toutes les références de cet épisode sont également disponibles en description. Prends soin de toi et souviens-toi, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.